Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information sur les coopératives d'habitation en ligne. Je me présente, Anne-Marie Nadeau, je suis conseillère à la vie associative et à la formation à la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie. Donc, je vais vous faire cette présentation-là qui va durer une trentaine de minutes et je vous invite à l'écouter au complet et à la toute fin, vous pourrez cliquer pour compléter un formulaire de participation. Donc, avec ce formulaire-là, vous pourrez, si vous êtes intéressé à devenir membre d'une coopérative, donc présenter ce formulaire-là pour dire au comité de sélection que vous avez assisté à la séance d'information sur les coopératives d'habitation. Donc, sans plus tarder, voici le plan de présentation. Donc, dans un premier temps, on va parler un peu de l'histoire, donc l'histoire des coopératives d'habitation. Ensuite de ça, qu'est-ce que vivre dans une coopérative d'habitation? À quoi on peut s'attendre? Ensuite de ça, un survol des coopératives d'habitation en Estrie. On va parler également du soutien de la Fédération des coopératives d'habitation et les procédures d'inscription. Donc, comment on fait quand on veut devenir membre d'une coopérative? Donc, sans plus tarder, débutons avec un peu d'histoire. Donc, le développement des coopératives d'habitation au Québec est très, très près du développement de la société en général. Comme vous pouvez voir, on a mis une petite photo de l'Église et on parle des années 40-60. Donc oui, le clergé a été bien présent dans le développement des premiers modèles de coopératives d'habitation. En fait, les premières coopératives d'habitation ont vu le jour dans les centres semi-industriels, par exemple à Asbestos, où les ligues ouvrières catholiques travaillaient au développement du modèle et le modèle était très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, les premières coopératives d'habitation, c'était des coopératives qui existaient pour construire les maisons. Une fois que les maisons étaient construites ou les immeubles, c'est là que la coopérative était dissoute. Donc, c'est bien différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, donc des coopératives surtout de locataires. Donc, dans les années 70, on connaît notre Québec dans les années 70 avec les citoyens qui se sont manifestés davantage pour prendre leurs décisions et décider des projets à mener. Donc, il y a eu des comités de citoyens dans cette vague-là qui ont voulu défendre l'idée de pouvoir mettre sur pied des coopératives d'habitation. Et pour vous dire la force là, qui vient vraiment de la base des citoyens, en fait, en 1977, il y a aussi un manifeste qui a été un manifeste des coopératives d'habitation qui a été rédigé à Sherbrooke, en fait, pour défendre les valeurs et principes coopératifs, le droit au logement, etc. Et donc, la première fédération des coopératives d'habitation, elle a vu le jour en 1978 en Estrie. Donc, en Estrie, ça a été vraiment un lieu où les premières coopératives d'habitation, ça s'est développé assez fortement au Québec là, pour voir à mettre sur pied la première fédération là, du Québec. Et au fil des ans, donc, il y a des coopératives d'habitation qui se sont développées un peu partout au Québec. Aujourd'hui, on parle de 8 fédérations qui existent à l'échelle de la province et du regroupement des fédérations au sein d'une confédération. La confédération a été créée en 1987. Donc, on parle vraiment d'un mouvement coopératif québécois là, bien structuré là, avec des regroupements comme ça et même un pôle vraiment provincial avec la confédération. Et grande nouveauté, donc tout ce que je vous ai dit précédemment, on parle vraiment des coopératives d'habitation de locataires, mais grande nouveauté depuis tout récemment, en 2019, le modèle de coopérative de propriétaires. Donc c'est tout nouveau. Et la première coopérative de propriétaires au Québec a vu le jour en Estrie, c'est Havre des Pins ici à Sherbrooke. Donc, c'est tout nouveau et ça a ses particularités. Et pour en savoir davantage, en fait, l'objet principal d'une coopérative de propriétaires, c'est d'offrir l'accès à une plus grande accessibilité à la propriété. Mais pour en savoir davantage, en fait, ça va faire l'objet d'une autre présentation. Donc maintenant, on va se concentrer vraiment là, sur les coopératives de locataires. À quoi ça ressemble aujourd'hui le mouvement des coopératives d'habitation? En fait, on parle de 1300 entreprises coopératives là, qui existent au Québec là, en habitation. Maintenant, une entreprise coopérative d'habitation peut avoir seulement un immeuble ou peut avoir plusieurs immeubles. Mais au total, ce qu'on voit, c'est 30 000 logements coopératifs là, qui
qui existe au Québec et 60 000 personnes là, qui y vivent pour un chiffre d'affaires de 200 millions puis une valeur totale des actifs là, de 1,5 milliard. Et ça, ces actifs-là, ce chiffre d'affaires-là, c'est vraiment les gens qui y vivent. Ce sont les 60 000 personnes qui y vivent. En fait, c'est des personnes qui sont membres, propriétaires. Ce sont elles qui gèrent l'entreprise et qui gèrent cet actif-là. En Estrie, on parle de 55 coopératives locataires, plus de 1900 logements et il y a 4 projets de coopératives de propriétaires actuellement. Donc, qu'est-ce que vivre dans une coopérative d'habitation? D'abord, il faut savoir où ça s'inscrit dans le logement social. Donc, on sait qu'il existe les HLM, hein, qui sont les habitations à loyer modique. Il y a également des organismes à but non lucratif d'habitation, des OSBL d'habitation et les coopératives. Donc, voyons voir quelles sont les différences entre ces 3 modèles-là existants au Québec. Donc, tout d'abord, les HLM, qui sont les habitations à loyer modique, ce sont des habitations qui sont dédiées aux personnes à faible revenu. Donc, les personnes à faible revenu consacrent 25 de leurs revenus à leur logement et la différence vient d'une subvention. Donc, ce sont des immeubles où ce sont les personnes à faible revenu qui y ont accès, qui y vivent et c'est géré par l'Office municipal d'habitation. Pour les gens qui y vivent, l'idée, c'est d'y vivre, donc ils n'ont pas d'obligation d'administration. C'est vraiment un autre organisme, là, les offices municipaux d'habitation, qui gèrent les immeubles. Maintenant, qu'est-ce qu'un OBNL en habitation? Donc, les OBNL en habitation, ce sont des organismes qui voient le jour pour répondre à des besoins particuliers, pour répondre à des besoins de clientèle cible dans des milieux. Je vais vous donner un exemple. En Estrie, à Magog, il y a des intervenants du milieu qui ont constaté qu'il y avait plusieurs mères monoparentales qui avaient difficulté à joindre les 2 bouts et à pouvoir à la fois s'occuper de leurs enfants, puis aller aux études, puis bon, payer leur loyer, etc. Donc, ils ont mis sur pied la Villa Pierrot. La Villa Pierrot est donc un endroit où les mères monoparentales peuvent vivre et elles ont sur place accès à une garderie et elles ont du soutien pour pouvoir retourner aux études ou aller travailler. Donc, joindre les 2 bouts devient plus facile. Et cet organisme-là, donc, a un conseil d'administration. Il y a certaines mères qui peuvent participer au conseil d'administration et les intervenants du milieu qui ont mis sur pied le projet. Donc, c'est vraiment un conseil d'administration qui est varié, là. C'est pas seulement que les mères monoparentales, c'est seulement quelques mères qui vont occuper des sièges sur le conseil d'administration. Donc, il y a une implication des mères, mais c'est surtout un projet là, de développement là, par la communauté. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'une coopérative d'habitation? Donc, une coopérative d'habitation, c'est vraiment les membres qui y habitent, qui gèrent l'entreprise. Et ça se situe à mi-chemin entre le loyer modique parce que les coopératives d'habitation offrent des logements abordables. Donc, ce sont des coûts qui sont inférieurs au prix du marché. Et pour un certain pourcentage de coopératives, environ 30 des coopératives, il y a accès aussi à des subventions. Pour la moitié des logements environ, la moitié des logements vont avoir accès à des subventions au même titre que les HLM. Donc, les personnes qui vont occuper ces logements-là vont aussi consacrer 25 de leurs revenus au logement et recevoir une subvention pour compenser les coûts. Donc, dans la coopérative d'habitation, ça va être une partie des logements avec des personnes à faible revenu qui reçoivent un supplément pour leur logement et l'autre moitié qui peut être monsieur, madame, tout le monde, peu importe le revenu. Donc, on parle d'un milieu de vie davantage mixte, une mixité sociale dans les coopératives d'habitation. Aussi, donc, c'est une association de personnes. Les membres qui occupent la coopérative d'habitation donc, ont à gérer l'entreprise à travers leur association. Donc, leur association qui va tenir une fois par année une assemblée générale annuelle, c'est là qu'ils vont élire leurs administrateurs, c'est là qu'ils vont décider des règlements de la coopérative, c'est là qu'ils vont adopter le budget de la coopérative. Ensuite de ça, il va y avoir un conseil d'administration qui va avoir des tâches administratives au courant de l'année, puis des comités aussi qui vont s'occuper de l'entretien, du voisinage. Donc, voilà, c'est vraiment les gens qui occupent l'immeuble, la coopérative, qui vont s'occuper
s'occuper là, de l'entreprise. Donc, voilà la grande différence coopérative. On n'est pas seulement là comme locataire, on connaît nos voisins. Oui, on a notre vie privée dans notre logement, mais on connaît notre voisin et on a un projet commun là, de gestion de notre entreprise. Maintenant, les coopératives partagent des valeurs. Ça, c'est les coopératives même à travers le monde. Il y a des valeurs communes aux coopératives et je vais vous les présenter. Vous allez pouvoir voir, est-ce que ça, oui, ça reflète des valeurs qui viennent vous enthousiasmer. Donc, c'est important de sentir ça, que oui, c'est ces valeurs-là qu'on souhaite vivre quand on décide d'embarquer dans un projet de coopérative. Donc, tout d'abord, la prise en charge. La prise en charge, c'est vraiment de décider oui, de donner du sien pour s'occuper de notre coopérative et de s'entraider entre nous. Donc, il y a des gens que ça peut faire longtemps qu'ils vivent dans la coopérative, ils en connaissent davantage que les nouveaux, donc il y a de l'apprentissage par les pairs aussi à travers ça. Donc, la prise en charge. Ensuite de ça, la responsabilité individuelle et collective. Donc, il faut prendre des décisions, chaque membre prend ses décisions, puis également, donc, une décision collective. Donc, voilà, il y a de la responsabilité. La démocratie. Donc, dans une coopérative, en fait, tout le monde est égal en termes de pouvoir. Hein. Chaque membre a le droit à un vote, a le droit à une voix. Donc, c'est la démocratie. Ce sont des entreprises démocratiques. L'équité, eh bien, peu importe du milieu qu'on vient, de notre condition, donc il y a de la justice, c'est ce qu'on recherche, donc de l'équité dans la prise de décision également. Et la solidarité. La solidarité, c'est aussi une valeur coopérative. Donc, on s'entraide, on est ensemble dans un but commun, puis voilà, il y a de la solidarité à travers ça. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc, c'est quand même bien régi au Québec. Il y a des lois, des règlements, puis les coopératives se donnent également des politiques. Donc, au niveau des lois, plus spécifiquement pour les coopératives, il y a 2 lois qui sont à connaître et à respecter. Donc, la loi de la régie du logement et également la loi sur les coopératives. Donc, la loi sur les coopératives, elle relève du ministère de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec à la direction de l'entrepreneuriat collectif. Donc, tout est bien expliqué, comment on tient notre assemblée, notre conseil d'administration. Donc, il y a vraiment des aspects légaux à respecter là, qui sont clairement définis là, pour les coopératives. Ensuite de ça, on a également des financiers. Donc, les coopératives, la très, très grande majorité reçoivent des subventions. Donc, soit au niveau du Québec, de la Société d'habitation du Québec, ou au niveau fédéral, de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Donc, à travers tout ça, ça donne des privilèges parce que oui, vivre dans une coopérative, c'est avoir accès à un logement qui coûte moins cher que ce qu'on retrouve sur le marché. Donc, on parle de 100 à 200 $ moins cher que des logements comparables là, qui sont sur le marché. Mais maintenant, il faut comprendre les prix des loyers. On dépend de plusieurs facteurs. Donc, ça va dépendre de l'hypothèque qui reste sur l'immeuble, ça va dépendre des travaux à faire, ça va dépendre des subventions. Ça dépend également de l'implication qui se fait de la part des membres. Donc, puis bien évidemment, l'état du bâtiment, là où il est situé, donc un 3,5 dans une maison patrimoniale ne sera pas au même prix qu'un 3,5 en milieu rural dans un nouveau bâtiment, par exemple. Maintenant, donc, je vous disais aussi, ça vient avec de l'implication des tâches. Donc, oui, quand on décide d'embarquer dans une coopérative d'habitation, c'est que oui, on accepte de participer. Donc, la participation, bon, on parle de la participation démocratique à l'Assemblée générale annuelle, aux décisions qui doivent se prendre, mais également, il y a des tâches comme telles. Donc, ça va selon l'intérêt de chacun. Donc, il y en a qui peuvent dire, ah, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'aménagement paysager. Donc, oui, je vais m'impliquer là, par rapport au terrain. D'autres, ça va être par rapport aux loisirs, faire des activités ou le bon voisinage. D'autres, c'est l'entretien de l'immeuble. Ils vont dire, ah, ben moi, l'entretien, oui, je suis prête à mettre du temps pour, oui, faire l'inspection annuelle, s'en occuper. Maintenant, il y a des corvées parce qu'il y a des aires communes, donc il faut partager le ménage dans les corvées. Il y a un conseil d'administration, donc dans chaque coopérative, c'est obligatoire d'avoir un conseil d'administration. Donc là, il y a des formations qui se donnent aussi. Donc, il y a des gens, il faut combler les postes, il faut s'impliquer dans le conseil d'administration, puis il y a des aspects financiers. Donc, c'est vraiment selon les intérêts de chacun là, qu'on s'implique au sein de la coopérative.
Donc là, peut-être que vous vous demandez, là, vous en avez vu, vous dites, OK, mais est-ce pour moi? Je pense que oui, je pense que non, ou je vais y réfléchir. Donc, sachez, entre autres, que des coopératives, il y en a différents modèles en Estrie et il peut en avoir une pour vous sûrement. Donc, je vous présente un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver comme modèle là, en Estrie. Donc, on voit la coopérative La Grande Vie. La Grande Vie, c'est une coopérative qui a été créée par deux autres grandes coopératives, la coopérative des cantons et de la Rive-Gauche, pour leurs membres vieillissants. Donc, c'est vraiment pour les personnes vieillissantes. On parle des personnes âgées de 75 ans et plus. Et c'est une coopérative, donc, qui a un service d'ascenseur, qui a des repas. Donc, voilà, c'est vraiment pour les personnes aînées qui sont autonomes ou avec une légère perte d'autonomie. À la fédération, en fait, il y a 17 coopératives qui sont pour les aînés. Donc, il y en a qui sont pour, comme je viens de vous décrire, 75 ans et plus, en légère perte d'autonomie. Il y a un projet actuellement pour ceux qui sont en perte d'autonomie. Donc, c'est une autre phase, ça va être la phase 2 de la grande vie. Donc, pour ceux qui sont en perte d'autonomie, il y en a que c'est pour les 70 ans et plus. On a une coopérative, la coopérative Vive, qui est en fait un modèle différent, qui est situé à Sutton, c'est une maison patrimoniale, et c'est des gens de 60 ans et plus. Sur ça, le projet, c'est dans une maison, et ce sont des chambres. Et voilà, les gens partagent là, surtout un vivre ensemble. Donc, c'est tout un esprit de retraite, puis de vieillir bien, tout le monde ensemble. Donc, il y a toute une philosophie avec la coopérative Vive là, à Sutton. Ensuite de ça, si on y va avec la coopérative des cantons ou la coopérative de la Rive-Gauche, là, ce sont les deux plus grandes coopératives que nous avons. Là, que la coopérative des cantons a 300 logements, Rive-Gauche, c'est 250. Ce sont des grandes coopératives avec une personne à la direction générale de la coopérative. Donc, dans ces grandes coopératives-là, l'implication est quand même moindre que dans les petites coopératives où le peu de nombre de membres fait en sorte que chacun des membres doit s'impliquer dans la gestion de la coopérative. Donc, dans ces grandes coopératives-là, ça peut demander moins d'implication, mais c'est quand même deux coopératives qui fonctionnent avec des modèles différents. Mais voilà, donc c'est des logements à Sherbrooke, là, plusieurs logements, de très beaux logements. Vous pouvez aller voir sur les sites Internet, de très, très beaux logements qui sont alloués dans ces grandes coopératives. Ensuite de ça, la coopérative des Hauts-Bancs, mais ça, c'est une coopérative avec une proportion de logements pour les personnes qui vivent seules ou les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, voilà pour la coopérative des Hauts-Bancs. La coopérative de la Corvée, c'est une coopérative en milieu rural. Donc, il y en a plusieurs en milieu rural. Donc, celle-ci, c'est un modèle que je vous présente à Saint-Camille, qui est en fait l'ancien presbytère. Et c'est pour les personnes là, retraitées, donc qui veulent vivre là, dans le village de Saint-Camille. La coopérative des grandes familles, son nom le dit, c'est pour les grandes familles. Donc, vraiment, les familles avec plusieurs enfants. Il y a d'ailleurs un projet une phase 2 là, qui est en voie de s'effectuer là, avec 3, 4, 5, 6 chambres à coucher sur plusieurs étages. Donc, voilà, c'est pour les grandes familles. L'Estudiantine, c'est une coopérative qui offre des logements aux étudiants de l'Université de Sherbrooke. L'autre toit, c'est une coopérative pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est des personnes qui sont référées par des organismes du milieu. Ensuite de ça, le Communard, c'est un autre modèle très différent. Donc, c'est une coopérative aussi. C'est une maison patrimoniale avec des chambres et donc un grand partage d'aires communes. La cuisine est commune, la salle de bain est commune. Donc, ça s'appelle le Communard. Donc, ça présente différents modèles et voilà, c'est ça, il existe différents modèles. Il y en a à Sherbrooke, il y en a autour dans la région environnante, il y en a à Asbestos, il y en a à Mégantic, un peu partout. Et il y en a dans des maisons patrimoniales, il y en a qui sont dans des bâtiments neufs, il y en a qui sont en voie de faire des projets de développement pour agrandir. Il y a environ 100 unités là, de coopératives d'habitation qui se créent par année. Donc, c'est vraiment un modèle qui est en développement. Si on compare avec les HLM, il n'y a pas eu de nouveau HLM depuis 1994. Des OBNL, ça oui, ils s'en créent. Des coopératives d'habitation, là, ça se développe assez fort, assez fortement.
Donc, pour en savoir davantage sur les coopératives, il faut vraiment venir jaser, voir quels sont les différents modèles, là. Donc, différentes réalités, puis il y en a certainement une pour vous accueillir. Maintenant, c'est quoi les services de la Fédération? Parce que quand vous entendez ça, beaucoup de tâches vont s'impliquer, il faut quand même savoir que c'est un mouvement coopératif avec des fédérations. Puis les fédérations, on est là aussi pour offrir du soutien aux coopératives et à leurs membres. Donc, quelle est la mission de la coopérative, de la fédération, je veux dire? Dans un premier temps, regrouper. Donc, je vous disais, c'est un mouvement avec une confédération et avec la confédération, il a été développé la carte multiservice. La carte multiservice, qui est une carte qui offre des rabais pour l'ensemble des membres des coopératives du Québec. Donc, il y a des rabais, par exemple, chez Rona, il y a des rabais pour les assurances habitation avec Cooperators, il y a des rabais pour services de dentiste, lunetterie New Look, donc même pour santé mieux-être. Donc, il y a différents rabais pour les coopératives d'habitation. Et nous, la Fédération d'Estrie aussi, on a fait des ententes, par exemple, avec Écolo Boutique, avoir accès à des produits écologiques, ou avec l'accorderie qui est un service d'échange entre individus. Donc, on s'implique dans ce projet-là. Donc, bref, il y a des initiatives aussi locales qui viennent de cette mission-là que nous avons au niveau du regroupement. Ensuite, représenter, eh bien oui, il y a des représentations qui se font au niveau politique pour vraiment défendre le logement coopératif en tant que logement social qui permet vraiment une accessibilité à des logements de qualité pour toute personne. Ensuite de ça, desservir. Donc, desservir les coopératives d'habitation de l'Estrie dans le respect des valeurs et principes coopératifs. Donc, on offre entre autres des formations. On a 2 colloques annuels avec des formations. On a des formations sur mesure aussi. Donc, on accompagne vraiment dans le développement des compétences des membres des coopératives pour que vous soyez en mesure là, de gérer, de bien gérer l'entreprise coopérative. On a des conseils en gestion. Des fois, vous pouvez avoir des questions, mais on est là aussi pour vous accompagner dans des conseils. Pour tenir vos assemblées, on peut offrir un service de présidence d'assemblée. Et tout récemment, on a pu mettre sur pied un nouveau service là, grâce au financement là, du centre de santé là, en soutien communautaire. Donc, pour de la gestion de crise, la gestion de conflits, organiser des activités sociales, c'est communautaire. Donc, on a une intervenante qui travaille à la Fédération à temps plein, là, puis qui est là en soutien communautaire. Donc, comment on fait si là vous dites oui, moi là, ça m'intéresse, ça me parle ce que j'entends, oui, les valeurs, c'est ce que je veux, j'ai le goût d'embarquer dans un projet collectif, oui, j'ai le goût de connaître mes voisins, je veux avoir mon milieu de vie à moi, mais je veux connaître mes voisins puis être impliqué dans un projet collectif puis vraiment m'impliquer dans mon milieu de vie avec de la solidarité, de l'entraide. Donc, comment je fais maintenant si je veux aller plus loin? Donc, dans un premier temps, il n'y a pas de demande d'admission comme telle à faire dans une coopérative d'habitation. En fait, il faut d'abord téléphoner quand on voit qu'un logement est loué et s'informer, voir quel est le genre de la coopérative, avoir des questions plus spécifiques sur la coopérative comme telle. Et ensuite, donc, vous faites une demande pour rencontrer le comité de sélection puis visiter les logements. Donc, c'est ça qui fait office, en fait, de demande d'admission. Donc, vous allez visiter votre logement et là, vous rencontrez le comité de sélection de la coopérative. Donc, la rencontre avec le comité de sélection, c'est comme une entrevue. Vous posez des questions mutuellement, puis vous voyez là... vous répondez, puis vous voyez, vous présentez vos intérêts, dans quoi vous voulez vous impliquer, etc. Et suite à ça, donc le comité de sélection, c'est dans la majorité des cas, ce n'est pas le comité de sélection qui prend la décision. Le comité de sélection va faire une référence au conseil d'administration. Et là, c'est le conseil d'administration qui va décider, bien sûr. Il va y avoir plusieurs candidatures et le conseil d'administration va regarder par rapport à leurs besoins aussi, là, c'est quoi, qui est la meilleure personne pour la candidature. Donc, maintenant, si vous êtes choisi et on vous dit oui, vous pouvez devenir membre de la coopérative, eh bien, à ce moment-là, il faut signer un contrat de membre. Donc, on signe un contrat de membre qui nous engage là, à respecter les règlements de la coopérative. Et il y a aussi un code de vie qui va avec ça là, pour bien
avoir des relations harmonieuses avec nos voisins. Donc, il y a certains engagements qui viennent de part et d'autre, de la coopérative envers vous, de vous envers la coopérative. Et il y a la part sociale. Comme dans toute coopérative, il y a une part sociale à acquitter. En fait, la part sociale, elle varie selon les coopératives, là, entre 300 et 600 dollars, mais ça se fait à chaque mois, donc soit 10, 15 ou 20 dollars, on étale. Et c'est comme ça qu'on bénéficie quand on est membre d'un rabais membre. Donc, le rabais membre fait qu'on a notre logement qui est à moindre coût. Et c'est là aussi qu'on a tous les avantages là, de l'implication. Donc, maintenant, comment on fait pour trouver un logement? Oui, on veut devenir membre, mais comment on fait pour le trouver? Donc, un bon truc, c'est d'aller sur le site Internet de la Fédération dans l'onglet Recherche de logement. Donc, dans Recherche de logement, vous allez voir les logements à louer. Les logements, en fait, dans les coopératives, les locataires, les membres, ont jusqu'au 30 avril pour dire s'ils veulent demeurer dans la coopérative l'année suivante ou pas. Donc, c'est vraiment en mai-juin que se fait l'affichage pour les logements. Vous pouvez aussi venir voir à la Maison de la coopération sur la rue Dufferin, où se trouve la Fédération, pour avoir de l'information sur les logements à louer. Maintenant, il existe également une liste d'attente. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver de logement, sachez qu'on a une liste d'attente à la Fédération. La liste d'attente, en fait, c'est un formulaire que vous complétez au même onglet que je viens de vous montrer, là, Recherche de logement. Donc, vous allez sur le site de la Fédération, Recherche de logement, et vous allez voir formulaire pour la liste d'attente. Vous cliquez là et vous complétez le formulaire. Puis le formulaire, bien, il est mis à jour à chaque année en mai et juin. Maintenant, dans ce même formulaire-là, c'est là aussi que vous pouvez rentrer vos données pour avoir accès à un logement subventionné. Comme je le disais tout à l'heure, il y a environ 30% des coopératives qui ont des logements qui sont subventionnés et pour y avoir droit, il faut répondre à certains critères. Donc, il y a environ 5 types de subventions pour les logements. Le plus commun vient de celui de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, qui s'appelle le Programme de supplément au loyer. PSL. On parle aussi d'accès-logis. Donc, ça, c'est vraiment ce qui vous permet d'accorder 25% de votre revenu à votre logement et le coût supplémentaire vient de la subvention. Donc, tous les programmes fonctionnent sensiblement de la même façon. Donc, la coopérative, elle se voit attribuer un nombre de logements subventionnés. Donc, ce n'est pas l'individu comme tel qui reçoit la subvention, qui est subventionné. C'est vraiment, il faut vivre dans le logement, en fait. Le logement, il est identifié comme étant subventionné et avec des critères de logement selon le nombre de personnes, l'âge des individus. Donc, il faut répondre à plusieurs critères pour pouvoir être accepté dans un logement subventionné. Donc, voilà. Puis là, vous consacrez 25% de votre revenu. Donc, comment ça fonctionne? Bien, les logements qui sont subventionnés sont habités par une famille, par exemple. Mais lorsque un membre ou une famille quitte son logement coopératif, donc là, les gens déménagent. Et c'est là, donc, que la coopérative elle va consulter la liste d'attente. C'est sûr que si au sein de la même coopérative, il y a des membres qui résident dans un autre logement et qu'ils ont déjà identifié qu'ils veulent ce logement subventionné-là, ils vont avoir priorité parce qu'ils vivent déjà dans la coopérative. Donc, ça, c'est un truc aussi pour avoir accès à la subvention, de dire, bien, je vais d'abord avoir un logement dans la coopérative parce que les logements subventionnés sont déjà occupés, mais je vais signifier mon intérêt à avoir accès à un logement subventionné. Et lorsqu'il sera disponible, bien, je vais pouvoir y avoir accès éventuellement. Sinon, mais la coopérative va consulter la liste d'attente dont je vous parlais. Donc, sur notre site Internet, vous allez compléter la liste d'attente. Et là, il y a quelqu'un qui va entrer en contact avec vous. Donc, quels sont les critères d'admissibilité? C'est un critère surtout de revenu. C'est le revenu brut inférieur, donc à 21 000 $ pour les couples ou personnes seules, pour une chambre à coucher, 27 000 $ pour 2-3 personnes sauf couple, 31 500 4-5 personnes, puis 40 500 6 personnes. Quand on met des petites étoiles, 3 chambres à coucher, 4 chambres à coucher, en fait, c'est que ça dépend de l'âge des enfants.
Donc, les enfants, par exemple, en bas de 7 ans, doivent vivre 2 par chambre. Là, ça change les critères. Selon, à partir de 14 ans, mais là, tu as droit à une chambre. Donc, c'est vraiment selon l'âge des enfants. Pour plus d'informations, vous pouvez nous questionner à la Fédération. On a cette information-là. Aussi, vous devez être autonome ou avoir un soutien extérieur ou l'aide d'une personne qui vit avec vous pour assurer la satisfaction de vos besoins essentiels. C'est vraiment pour les personnes qui sont en mesure d'être autonomes. Il faut être citoyen canadien ou résident permanent depuis 1 an. Il ne faut pas avoir de dette concernant un logement à prix modique. Donc, voilà. Donc, si vous souhaitez vivre dans une coopérative d'habitation, donc là, je vous ai dit, oui, vous allez voir sur notre site Internet, c'est peut-être le premier réflexe à avoir, voir la liste, mais également en parler, appeler, prenez rendez-vous pour aller visiter, puis jaser pour en apprendre davantage sur la coopérative, poser des questions, puis après ça, demander à être rencontré en entrevue de sélection. Donc, ben voilà, ça fait le tour de cette présentation et je vous remercie de votre participation. J'espère que ça a répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à me revenir ou à revenir à la Fédération. Je vous rappelle mon nom, Anne-Marie Nadeau. Donc, toutes les coordonnées sont sur le site de la Fédération. Et voilà, pour compléter, vous voyez à l'écran le mot « Ici », donc cliquez ici. Alors, pour compléter le formulaire de participation, donc ça vaut la peine, ça prend 30 secondes à compléter, c'est d'inscrire vos coordonnées. Donc, vous cliquez et vous complétez le formulaire de participation et c'est ce qui va vous permettre, là, si vous rencontrez un comité de sélection, de dire « Moi, j'ai suivi la séance d'information sur les coopératives d'habitation et oui, ça me parle, ça m'intéresse, puis oui, les valeurs, j'ai le goût de vivre dans un environnement avec l'entraide, la solidarité avec mes voisins. » Donc, et de m'impliquer. Donc, voilà, ça va, c'est favorable pour arriver en entrevue de sélection. Donc, ben voilà, et si vous êtes en réflexion, ben vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous revenir. Puis si vous dites oui, j'embarque dans l'aventure coopérative, ben on vous dit bienvenue dans cette belle aventure là, collective. Alors voilà, je vous dis au revoir et merci beaucoup. Bye bye.